distribué ce matin un programme établissant l'ordre de passage. Tout à fait de Brazzaville, messieurs les assesseurs, mesdames et messieurs les jurés, au moment où je suis appelé à prendre la parole, à l'occasion de la tenue de ce procès dit du 4 mars 2012, vous permettez, M. le Premier Président, que j'ai de prime abord une note affective et subjective. C'est pour dire que nul n'avait prévu cet événement, nul ne pouvait non plus prévoir que ce dossier abracadabrant devrait être jugé par 3 personnes, entre autres Mathurin Bailly, Ignace Kibi, Corneille Nkalamoko, tous, comme nous sommes dans un procès militaire ou ayant des militaires, tous donc de la classe 86. C'est dire que pour nous, c'est un moment mémorable et historique pour notre carrière, pour l'avenir de la justice de ce pays. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins. Le peuple congolais, dans toute son entièreté, a énormément souffert de cet incendie, de ces morts, près de 300. Et il attend de nous, de justice, mais que la véritable justice soit dite dans cette affaire. Nous devons, quels que nous sommes, vous-même et moi qui sommes au ministère public aujourd'hui, en tirer les leçons pour l'histoire. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans mon mot préliminaire relatif à la tenue de la présente session criminelle, et précisément parlant de la loi fondamentale de notre pays, je disais que le peuple congolais y proclame sa ferme volonté de bâtir un peuple de droit et une nation fraternelle, sans exclure qu'il adhère aux valeurs universelles de paix, de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux vertus de dialogue comme référence cardinale de la culture politique. Je renchérissais, M. le Président, en rappelant que tous les citoyens sont égaux devant la loi et l'État a l'obligation absolue de respecter et de protéger la personne humaine qui, par essence, est sacrée. En filigrane, je demandais aux acteurs judiciaires que nous sommes d'assurer une bonne justice aux citoyens qui sont soupçonnés dans cette affaire d'avoir commis quelques infractions, non sans m'appesantir sur la notion fondamentale de présomption d'innocence. Je terminais mon propos par un appel à la loyauté et à l'honnêteté dans la distribution de la justice, afin de conserver la dignité qui doit caractériser notre justice et préserver la paix dont nous avons tant besoin. Le gouvernement congolais, que certaines mauvaises langues accusaient de ne pas vouloir faire tenir le procès de l'affaire du 4 mars 2012 pour des raisons inavouées, a tout mis en œuvre pour que celui-ci se tienne. Le procès sur les explosions de Villa a bel et bien eu lieu en toute transparence, et ceux qui poussaient des cris d'ordre frais doivent dorénavant apprendre à faire confiance à leur justice, à la justice de leur pays. Tout au début du jugement de cette affaire,
à ceux qui par mimétisme ou effet de mode commençaient déjà à nous parler de procès politique, j'opposais que la justice sera rendue dans les normes et que les responsabilités des uns et des autres seraient établies. Que ceux qui seraient reconnus coupables des faits mis à leur charge seraient châtiés conforme à la loi en vigueur dans notre pays et que ceux qui seraient déclarés non coupables seraient purement et simplement acquittés. Retenons que le gouvernement a permis, depuis la lettre du président de la République au ministre d'État, coordonnateur du corps de la souveraineté, ministre de la Justice et des Droits humains, dans laquelle il écrivait qu'en application de l'article 577 du Code de procédure pénale et suite à l'adoption en Conseil des ministres du 1er juin 2012 de votre rapport circonstancié relatif à la PFR, ministère public et l'État congolais, contre Kakom Kwakboud et autres, j'autorise tout membre du gouvernement à comparaître comme témoin en cas de besoin devant les juges d'instruction ou toute autre autorité judiciaire requise, jusqu'à la volonté manifeste des hautes autorités nationales de faire droit aux demandes des avocats de la défense, de lever le secret d'État ou secret de défense pour permettre à leurs clients, notamment le colonel Marcel Sourou, secrétaire général du Conseil national de sécurité du Congo, de s'exprimer librement. Aucune entrave n'a été observée dans la conduite du gouvernement de notre pays. C'est une des manifestations parlantes de ce que le Congo est véritablement un État de droit. C'est aussi l'appropriation du principe de la République consacré à l'article 2 de la Constitution du 20 janvier 2002, à savoir gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans certains pays comme la France, le ministère public est appelé l'instrument du gouvernement, par le fait qu'il est soumis à une subordination hiérarchique stricte et sans nuance, qui part du garde des Sceaux, ministre de la Justice, au procureur de la République, en passant par le procureur général de la Cour suprême et le procureur général près la Cour d'appel. C'est donc pour votre modeste serviteur, dans sa prise de parole de ce matin, faire œuvre utile que d'être objectif dans ses réquisitions, pour rendre sa dignité et ses honneurs au gouvernement de la République qui a le devoir de faire dire, par l'entremise de ses magistrats, le droit, rien que le droit, à travers l'application stricte, saine, judicieuse et sans parti pris de la loi. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs et jurés, qui peut honnêtement et objectivement dire ici et aujourd'hui qu'il n'est pas satisfait de la manière dont ce procès s'est tenu? Qui peut oser affirmer ne pas être soulagé parce que cette affaire triste, pesante, stressante même, atteint son épilogue et doit enfin connaître son dénouement? Quel était le cri de cœur et le vœu le plus cher du ministère public lorsque je déclarais à tous, au début de cette session criminelle, allons au procès? À notre humble avis, et sans tomber dans une autosatisfaction béate, toutes les parties prenantes à ce procès se sont comportées avec dignité, efficacité et loyauté. Les règles du code pénal, basées principalement sur l'intérêt de la société, à travers la répression et la manifestation de la vérité, ont été respectées, tout autant que celles du code de procédure pénale qui mettent plus l'accent sur l'intérêt de l'individu, qui est de ne pas être privé de sa liberté, de garantir les droits individuels, de lui permettre de se défendre absolument et de façon générale d'éviter l'arbitraire. On peut affirmer que les droits de l'homme, qui constituent l'une des branches de notre ministère, ont été bien respectés. Durant tout le déroulement de ce procès, même lorsque je sentais quelques appréhensions, qui sont somme toute naturelles dans des affaires aussi délicates, je ne manquais pas, Monsieur le Président, de rassurer les uns et les autres
sur le fait que seule la vérité sortira de cette affaire douloureuse pour le pays et les partis qui ont perdu les êtres chers, pour celles qui ont perdu leurs membres ou des biens, pour les sans-abri aussi. Qu'y a-t-il de plus logique? Mais qu'y a-t-il de plus beau pour un État raisonnable, responsable, que de rendre justice à ses citoyens? Qu'y a-t-il de plus merveilleux pour un État digne de ce nom que de faire dire le droit par ses magistrats et jurés à ses ressortissants? Monsieur le Premier Président de la Cour, Mesdames et Messieurs, c'est là que vous attend le Congo. C'est sur vous que ce pays qui a souffert des affres et conflits divers fixe son regard dans l'attente d'une distribution équitable et équilibrée de la justice. Souvenez-vous aussi qu'en matière répressive, la preuve est libre, dans ce sens que les juges, profanes ou professionnels qui constituent votre cour, devront avoir une intime conviction. Et cette conviction, qualifiée d'intime, c'est-à-dire venant du profond de votre être, aucune preuve légale ne viendra vous la dicter. Elle relève de votre moi intérieur. L'intime conviction ne vous doit pas conduire à l'arbitraire. Elle ne se conçoit que dans le respect de la logique et de la raison. Vous ne vous fonderez que sur les éléments de preuve qui auront été régulièrement versés au débat et soumis ainsi à l'examen de toutes les parties. Aucunement, vous ne ferez état de votre connaissance personnelle des faits relatifs à l'affaire ou de documents qui n'auront pas été communiqués aux parties, encore moins des rumeurs et autres ragots colportés ça et là et qui malheureusement sont légion dans notre société. La rumeur, les hypothèses oiseuses ne doivent pas prendre le dessus sur la vérité. La sentence, Monsieur le Président, fait toujours des heureux et des déçus. Ce qui importe, c'est la conviction pour vous de ne pas trahir votre serment. À l'occasion de la tenue de ce procès, nous sommes allés au maximum de nos possibilités humaines pour découvrir la vérité. Rendez donc froidement et sans état d'âme, en vous basant naturellement sur la loi et bien entendu sur votre intime conviction. Dans le silence de votre conscience, à l'occasion du délibéré, n'oubliez pas le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, de plus en plus connu, fort heureusement, même et y compris par les néophytes du droit que vous avez auditionnés ici et qui vous l'ont rappelé à juste raison. La présomption d'innocence est non seulement l'un des fondements de notre procédure pénale, mais une réalité dans la plupart des cas. Ceci suppose que même si les juges pensent que la personne qui fait l'objet de poursuite est coupable de l'infraction à elle imputée, mais non pas dans leur dossier les éléments de preuve suffisants pour justifier leur conviction, ils ne doivent pas condamner. Cela s'appelle la relâche pratiquement au bénéfice du doute, car le doute doit inévitablement profiter à l'accusé. Le délibéré consiste à peser, à examiner un problème, soit à plusieurs, soit en soi-même. Cependant, sachez aussi que votre conviction qui se forme au vu des déclarations que vous avez entendues pourrait être confrontée par des indices, peut être confrontée par des indices, des témoignages qui ont été faits à cette barre, mais également par des présomptions graves, précises et concordantes. Après avoir interrogé tous les accusés que nous, ministère public, vous avons présentés, après nous avoir patiemment écoutés, questionnés dans les moindres détails, confrontés entre eux et avec des témoins de tous ordres, de tout grade, de toutes conditions, il vous revient, après les plaidoiries des parties civiles qui ont eu hier, après nos réquisitions d'aujourd'hui et les plaidoiries de la défense, de vous acquitter du devoir hautement républicain de dire le droit pour votre âme et conscience, suivant le serment que vous avez tous prêté à un moment de votre vie devant une barre. J'avoue, Monsieur le Premier Président, que la responsabilité historique n'est pas moindre, mais en même temps, je dois aussi reconnaître que la tâche ne manque pas d'être belle et, pour tout dire, simplement fascinante. Monsieur le Premier Président, dans cette première affaire de la série consacrée au dossier des explosions de l'Éclamu, une trentaine de compatriotes accusés de divers
diverses infractions ont été jugées par votre cour. Il s'agit de Kakom Kwakou, Tsuru Marcel, Saous André Joseph, Wanzobo Abdul Yorgen, Yengolo Brecher Mater, Tsumungoba Charlie Fortuné, Patriman Jean Bosco, Okana Benjamin, Mokita Jean-Claude, Ingali Frédéric Noël, Oba Louis, Swana André, Gana Julien Emma, Issangou Mafassi Dimitri Gédéon, Niere Raymond, Mafwa Gladys, Morali Missi Alvarez Georgino, Minichelo Giscard alias Leblanc, Nebeka Wilfried Jacques alias Payard, Onono Maxime Christophe, Ngami Thérèse Simplice, Lambini Gustave, Etro Bami Servant, Mboshi Henriette Clarisse épouse Pouyaké Ismaël, Kikiza Mandali Destrin Noël, Emeko Jules Julien, Okana Roland, Ikonga Kimu Germain et Atibo Kaba Jean Gauthier. Ces personnes sont poursuivies des chefs d'incendie volontaires, dommages à la propriété immobilière d'autrui, assassinat, complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires, atteinte à la sûreté de l'État, recel, contrefaçon de billets de banque, détention illégale d'armes de guerre, arrestation, détention et séquestration arbitraire, complicité d'arrestation, détention et séquestration arbitraire, homicide et blessures involontaires, détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics. Des faits, Monsieur le Président, il résulte de ce dossier qu'en date du dimanche 4 mars 2012, la ville de Brazzaville a été secouée par une avalanche d'explosions ayant pour épicentre l'établissement central de recharge et réparation des réserves en armement et munitions et GRAMU situées en Pina. Toutes les casernes militaires alentours et les quartiers voisins ont été complètement soufflés ou sérieusement endommagés. Plusieurs personnes habitant les casernes et les quartiers environnants ont perdu la vie. D'autres ont reçu des blessures de toute nature ou perdu des biens. À la suite de ces événements tragiques, une commission d'enquête a été mise en place afin de cerner les causes et les circonstances de l'explosion des dépôts de munitions des GRAMU, en déterminer les responsabilités, évaluer les dégâts humains et matériels dans toutes les casernes et dans la ville de Brazzaville, proposer des mesures immédiates à court et moyen terme pour éviter une répétition de tels événements. Cette enquête a permis de retenir que l'incendie de GRAMU est le fait de l'homme et non d'un quelconque court-circuit électrique, étant donné que les bâtiments habitants, les magasins A et B de GRAMU n'étaient pas électrifiés, tenant compte de la nature particulière des produits qui y étaient gardés. L'hypothèse envisagée a donc été celle d'un incendie de nature criminelle provoqué par quelques militaires de permanence ce jour. Et cette hypothèse est confortée par le fait que le jour du drame, la gare était désorganisée de telle manière que les militaires qui devaient être en faction se sont curieusement retrouvés, soit à leur domicile, soit à des endroits divers, loin du camp où ils devaient être normalement. Le dossier de l'enquête ayant été reçu au parquet du procureur de la République, celui-ci avait ouvert une information pour les faits ci-dessus indiqués. Après l'instruction, le dossier a été transmis à la cour d'appel et la chambre d'accusation a rendu un arrêt par lequel le dossier a été renvoyé devant la cour criminelle que vous êtes en train de présider et que vous avez présidé sans les emparer pendant 16 jours. Le sort de l'instruction à l'audience que toutes les personnes accusées n'ont pas reconnu les faits à eux imputés. L'heure est venue pour le ministère public d'examiner la culpabilité de chaque accusé et de dire si oui ou non cette culpabilité est établie et de proposer à votre cour les sanctions qui s'imposent. Nous allons commencer par Madame Moche Henriette Clarisse, épouse Pouya. Cette dame, dont on nous dit qu'elle est à l'hôpital aujourd'hui, est
en tout cas depuis moins de 10 ans, en soirée de concert avec Kouyaté Ismaël, son époux, rendu complice du crime de détournement de deniers publics commis par Ikonga Akilou Germain au préjudice de l'État congolais. On sait, M. le Président, que la complicité est la situation de la personne qui, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs de cette infraction ou encore provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre. L'article 60 du Code pénal congolais dispose que seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. Deuxième alinéa de cet article 60, ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparé une facilité ou dans ceux qui l'auront consommé. Le détournement de biens ou de deniers publics est une infraction proche de l'abus de confiance, mais qui n'étant pas commise par le simple particulier, sera le plus souvent qualifiée de crime et sanctionnée comme tel. Constitue donc un détournement de deniers publics le fait pour un individu, un fonctionnaire notamment, de détourner des biens numéraires dont il n'est pas propriétaire, mais qui auraient été mis volontairement à sa disposition, soit en raison des fonctions qu'il exerce, soit par l'État ou une autre collectivité publique, soit par les usagers d'un service public pouvant opérer des transferts de fonds afin que ce fonctionnaire en fasse un usage déterminé ou bien les restitue ultérieurement. Le détournement des deniers publics porte atteinte à la fortune publique et les sanctions applicables aux coupables sont très lourdes. Au Congo, de tout temps, le détournement de deniers publics a toujours été considéré comme un crime. Et là, les accusés de la Cour révolutionnaire de justice en savent quelque chose. Sur les faits concernant Mme Kouyaté, M. le Président, eh bien, Mme Kouyaté déclare que Ikonga Akindou lui avait demandé les enquêtes de son entreprise dénommée 3F, sans savoir ce qu'il allait en faire. Et Kouyaté, faut-il le rappeler, est une belle-sœur à Ikonga Akindou Germain. Quelque temps plus tard, ce dernier l'appelle au téléphone pour lui dire qu'il y a de l'argent dans votre compte et qu'il faut récupérer. Le dit compte étant ouvert au nom de Dame Kouyaté et de son époux, la dame, tenant compte aussi de la proximité de l'environnement, demandera donc à son époux d'aller réaliser les opérations bancaires y afférentes. Ainsi donc, courant 2006, la bagatelle somme de 210 millions de francs CFA a été retirée du compte des établissements 3F et remise à Ikonga Akilou Germain. Et en 2009, 3 années plus tard, un montant de 273 millions de francs CFA a été retiré dans les mêmes circonstances, soit la somme totale de 483 millions de francs CFA. Cet argent, avons-nous appris, lui a été remis à son domicile nuitamment, précise-t-elle, et aucun franc ne leur a été, semble-t-il, retrocédé en retour, clame-t-elle en substance. Du reste, la confrontation réalisée à l'audience a fait dire à Ikonga Akilou qu'il avait l'habitude de leur confier des marchés à l'image des ouvrages et constructions réalisées en emploi, comme pour dire un peu excédé, que cela était suffisant pour qu'ils n'attendent pas plus. Il a peur de comprendre au regard de la loi. Dame Kouyaté, il savait quels étaient les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais qui s'étaient contentés de remettre à leurs bienfaiteurs, qui leur confiaient des marchés, les enquêtes de la société ou de sa société sans autre réflexion. Et comme elle le soutenait, parce qu'elle avait confiance en lui, n'a aucunement, et la notion de taille, en connaissance de cause,
aider ou assister Ikonga Akindou Germain dans ses actes. Dès lors, il échelle sur le premier président, M. de la Cour, de déclarer dans Kouyaté, Nelmochi André Clarisse, non coupable des faits mis à sa charge, parce que ne constituant pas l'infraction à elle reprochée, et en conséquence de l'acquitter purement et simplement. Kouyaté Ismaël, son élu, est même poursuivi de complicité de détournement de deniers publics reproché à Ikonga Akindou Germain. Kouyaté soutient que lui non plus n'a été mis au parfum des intentions du directeur général de l'équipement des forces armées congolaises lorsqu'il leur demandait les papiers en tête de l'établissement 3F. Surtout que la relation familiale joue dans ce cas-là. Et cette relation familiale, vous avez constaté devant la Cour, a même failli mettre votre cour en difficulté jusqu'au moment où, sentant le danger résultant tout de même d'un faux témoignage, Kouyaté a été obligé de s'expliquer honnêtement. Ainsi, il a déclaré n'avoir jamais été contacté en vue de la construction de la soute à munitions de Pilolo. Les établissements 3F de son épouse sont plutôt spécialisés dans la fourniture de bureaux et non dans la construction des ouvrages militaires en plus. C'est lorsqu'il s'est senti en difficulté parce que la soute ayant été construite en ne respectant pas les normes requises s'était effondré, qui lui a fait appel à son domicile en présence de ce colonel que vous avez auditionné devant votre bar, le sieur Ngami Dinsa Marcel, collaborateur du colonel Akindou, Ikonga Akindou Germain, et qui est donc chef des études à la direction générale de l'équipement, pour lui demander d'assumer la paternité de cet ouvrage et ainsi de couvrir des bourdes qu'il a commises. Le refus de Kouyaté, qui apprenait à l'instant, au même moment que Ngami, le colonel Ngami, d'Insa Marcel, que cette soute avait été construite sous la supervision personnelle de Ikonga Akindou, avait été sans appel. Il a refusé de prendre la paternité, souhaitant ne pas prendre tant de risques pour une situation dont il n'avait aucune maîtrise. Les propos de Kouyaté sur la sollicitation faite par Ikonga Akindou à l'endroit de Kouyaté ont été confirmés par le colonel Ngami d'Insa Marcel, à qui du reste son chef avait demandé d'aider Kouyaté à rédiger la présentation d'un ouvrage. Voilà donc le colonel Akindou qui, pour employer les termes utilisés par le colonel Ngami, ayant perdu le pied, demande que Ngami réalise donc cette sorte de présentation d'un ouvrage. Mais quel ouvrage? Celui dont Ngami dit qu'il n'a jamais été réceptionné par les femmes et qui se trouve abandonné dans les airs. Après que le trésor ait dégagé la bagatelle somme de 483 millions. Nous avons entendu le colonel Ikonga confronté même, pour en avoir une idée nette et précise, à son chef, le chef d'état-major général, le général de division Monjo Jean-Richard, qui a dit et précisé devant votre cour que c'est au moment où les travaux étaient en train d'être débutés, d'être commencés, qu'ils ont fait un tour. Mais vous avez entendu le colonel Ikonga Akindou dire pratiquement que son chef était en train de mentir. C'est ça le colonel Akindou. Toutes les confrontations qu'on a réalisées avec lui ont démontré que cet officier, je prends toujours leur terme d'honneur, des officiers supérieurs. Les officiers supérieurs qui mentent de cette manière. La suite de Pilolo, qui s'est donc écoulée, après que l'État congolais est sorti, 4
83 millions. Hier, vous avez entendu un homme qui a fait le déplacement, Maître Gérard Desvillers, à l'occasion du transport sur les lieux effectués. Il vous a dit que s'il peut estimer à 60 millions le coût de cet ouvrage, il aura été tout à fait gentil. Vous l'avez entendu hier. La suite pour laquelle 483 millions ont été sortis. Kouyaté Ismaël n'a jamais su à quoi serviraient les sommes d'argent qui avaient transité dans leur compte bancaire. Parce qu'on ne le lui a pas dit. Il avait à l'image été blousé par son cousin, car il n'était pas tenu au courant des manigances de Ikonga Akilou Germain. Et Ikonga Akilou Germain lui-même, dans ses contradictions, a reconnu qu'il n'y a pas eu début d'exécution des travaux par Kouyaté, qu'il n'y a pas eu de procès verbal de début des travaux, de contrôle et de fin des travaux. Kouyaté Ismaël déclare tant dans les procès verbaux d'instruction qu'à la barre qu'étant à la maison d'arrêt, au 3e et 4e jour de son arrestation, Ikonga Akilou lui a fait le reproche de ne pas avoir pris la paternité de la construction de cette soute de Bilolo. Sur ces entrefaits, Monsieur le Président, il est chez de constater que Kouyaté Ismaël n'est pas coupable des faits mis à sa charge et doit être acquitté purement et simplement pour son époux. Le troisième, Emokoro Jules Julien. Emokoro Jules Julien est accusé d'avoir entrepris de porter atteinte à l'intégrité du territoire congolais. Et cette infraction est prévue par les articles 75 et 80 alinéa 1er du Code pénal. L'atteinte à la sécurité de l'État constitue l'ensemble des infractions, crimes ou délits qui compromettent les intérêts du pays, la défense nationale, l'intégrité du territoire, les relations de l'État congolais avec l'étranger, la sécurité de l'État ou la paix publique. Il s'agit précisément des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Le livre 3e du Code pénal, Monsieur le Président, qui est intitulé « Des crimes, des délits et de leur punition », il est intitulé « Des crimes, des délits et de leur punition ». Le nom des accusés présents ici. Et pour que la Cour et les jurés en aient une compréhension nette, je voudrais vous faire la peine de lire tous les articles du Code pénal qui sont consacrés à cette infraction d'atteinte à la sûreté de l'État, afin que vous puissiez vous prononcer en connaissance de cause. L'article 75 du Code pénal dispose: cela coupable de trahison est puni de mort. La peine de mort existe encore dans notre pays, malheureusement. Je disais dans le mot d'ouverture de cette session criminelle qu'il est impérieux qu'on révise les codes. Nous avons déjà signé beaucoup d'instruments juridiques en vue de l'abolition de la peine de mort dans notre pays. Mais que voulez-vous, Monsieur le Premier Président? Tant que notre loi ne sera pas révisée, tant que notre code pénal ne sera pas révisé, elle s'applique encore. C'est une question d'école. Tout Français d'homme qui portera les armes contre la France, tout Français qui entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière. Tout Français qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des groupes français, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à la France ou à des pays sur lesquels ces œuvres aujourd'hui de la France. Tout Français qui en temps de guerre provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur facilitera les moyens ou fera des ordonnances pour une puissance en guerre avec la France.
nous Français qui en temps de guerre entretenons des intelligences avec une puissance étrangère. Assimilés aux Français, au sens de la présente section, les indigènes, vous et moi, des pays sur lesquels s'exerce l'autorité de la France, ainsi que les militaires ou marins étrangers au service de la France, sera assimilé au territoire français. Écoutez, Monsieur le Président, au sens de la présente section, le territoire des pays sur lesquels s'exerce l'autorité de la France, donc le Congo-Brazzaville. Article 67. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Français, vous et moi, indigènes, qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui s'assurera par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de cette nature en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents. Les atteintes à la sûreté extérieure de l'État sont punies de travaux forcés à temps. Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 240 000 à 2 400 000 francs. Et est considérée comme acte nuisible à la défense nationale au sens de l'article 83 du Code pénal, s'il n'est pas susceptible de tomber sous une qualification pénale plus grave le fait d'avoir, par ses actes, écrits ou paroles, dénoncé aux autorités ennemies, aux autorités françaises de fait, ou aux groupements collaborant avec ces autorités, ainsi qu'à leurs membres ou agents, ou d'avoir sciemment attiré l'attention de ces autorités, groupements ou personnes sûres des faits prévus et punis en vertu des textes promulgués par l'autorité de fait et qui n'auraient pas été validés ou repris par le Comité national français ou le Comité français de la libération nationale, des faits amnistiés ou ayant entraîné des condamnations et effacés ensuite de révision. Quels sont, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs, les actes et comportements qui sont de nature à caractériser l'atteinte à la sûreté de l'État reprochée à un grand nombre d'accusés du 4 mars 2012. Et je voulais que notamment, sans faire injure à vous magistrats, qui êtes censés bien les connaître, que notamment les jurés savent de quoi ils vont parler lorsque l'occasion leur sera donnée de déposer les questions évidentes qui amèneront ou à la sanction ou à la critique. Les infractions décrites ci haut constituent en réalité des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et les intérêts fondamentaux de la nation sont au sens large la sécurité publique. Nous trouvons donc dans ce chapelet d'infractions la trahison et l'espionnage, les autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national et les atteintes à la défense nationale. La trahison est caractérisée lorsqu'elle est commise par un Congolais ou un militaire au service du Congo. C'est l'affirmation de ce que l'on peut être trahi. On ne peut être trahi que par un sien. L'espionnage est quant à lui caractérisé s'il est commis par toute autre personne. Et ce qui sont matérialisés par la livraison à une puissance étrangère des troupes appartenant aux forces armées congolaises ou de tout autre, ou de tout ou partie du territoire national, ou encore des matériels affectés à la défense nationale, l'intelligence avec une puissance étrangère, la livraison d'informations à une puissance étrangère, le sabotage, la fourniture de fausses informations, mais également la provocation à tous ces crimes. À une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Article 77. La provocation à commettre ou l'offre de commettre l'un des crimes visés aux articles 75 et 76 sera punie comme le crime même. Article 78, Monsieur le Premier Président. Selon les comités secrets de la défense nationale, pour l'application du présent code, les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'égard de toute autre personne. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levées, photographies ou autres productions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature,
ne doivent être connus de personnes qualifiées pour les manier, pour les détenir, ils doivent être tenus secrets à l'égard de toute autre personne, comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'article précédent. Quels sont les faits qui sont reprochés à Aimé Koro, Jules Julien? Il se résume en ceci, Monsieur le Président. Au sortir de son bureau, Aimé Koro, Jules Julien, qui est capitaine de la police nationale, agent de la DGST en position d'attachement à la direction de l'enseignement extérieur de l'armée, rencontre la femme de son petit. Son petit, c'est Okana Benjamin. Et le lieutenant de police, Okana, donc sa femme, l'informe de ce que Okana Benjamin est arrêté à la DGST. Indigné, et Mokoro Jules Julien se rend donc à la DGST, sa maison mère. Il aperçoit Okana en train d'être poussé, dit-il, comme un cochon, par des sous-officiers qui n'ont pas de respect pour le lieutenant, qui est en tenue et porte des galons. Et ces sous-officiers étaient placés sous l'autorité de Léon Obiéni. Une altercation éclate donc entre Emokoro Jules Julien et l'adjudant Obiéni. Oyenge tient sa hiérarchie informée, non sans ajouter que Emokoro a promis de revenir pour libérer le lieutenant Okana Benjamin si jamais dans les instants qui suivaient, il n'était pas libéré par la DGST. Et 2 mois plus tard, alors qu'il a peut-être même un peu oublié, des éléments en civil se présentent au domicile de Emokoro Jules Julien, disent à son épouse que nous voulons voir ton mari, et lorsqu'il sort, il est pris comme un oiseau, il est menotté sans ménagement et conduit donc à la DGST. Il y reste quelques temps, quelques semaines, et parce qu'il s'est plaint tout de même, on lui notifie finalement qu'il est poursuivi du chef gardien à la sûreté de l'État et déféré au parquet du procureur de la République. Force est de constater, au regard de la définition des éléments constitutifs de cette infraction, que Emokoro Jules Julien, pour tout dire, est peut-être victime de son insolence envers ses collègues. Les éléments de la DGST qui ont voulu lui montrer qu'il mérite d'être respecté dans les lieux où il les a laissés pour aller œuvrer ailleurs. Le péché mignon d'Emokoro Jules Julien est notamment d'avoir promis à l'adjudant Oyenge Léon, lui qui est maître de karaté 4e dan, qu'il pouvait sauver Oyenge Léon comme un sac de fou. Alors l'autre lui a dit, eh bien on va voir. Et lui colle donc l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est pour ça que l'autre président, je le répète, que j'ai voulu qu'on sache quels sont les éléments qui constituent cette infraction, ce crime dit atteinte à la sûreté de l'État. L'infraction, comme vous le constatez, M. le Président, n'est nullement constituée. Il échait donc de le déclarer non coupable des faits mis à sa charge et de l'acquitter purement et simplement. Pankima Jean Bosco. Pankima. Vous l'avez entendu, M. le Président. Il vit dans des diatribes dont on ne sait pas où elle serait arrivée jusqu'où. Il est donc accusé d'avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Séant, le 4 mars 2012, en tout cas depuis moins de 10 ans, porté lui aussi atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ces infractions, comme on le sait, et comme nous venons de lire, sont prévues et punies par les articles 75, 80, 83 du notre code pénal. Ce personnage est un proche du colonel Larsen Sour. Ce dernier reconnaît d'ailleurs, avec beaucoup de fierté, que Mpakima lui a beaucoup appris de la culture kéké, le colonel Sour. Il sollicitait l'aide de Marcel Sourou pour créer un syndicat des travailleurs retraités à cause, dit-il, de la non-réalisation de la promesse sur la retraite automatique. Les lettres par lui adressées à Marcel Sourou portaient sur la révolution dans le monde, le printemps arabe,
dont il dit être la voix des sans-voix, qui dénonce, ajoute-t-il, le mauvais fonctionnement du système congolais encore néocolonial. Il prétend que le président de la République est un auxiliaire de la France, vous l'avez entendu ici, et le gérant de Total Congo, placé par elle, vous lui avez posé des questions. Il dénonce le bilan de la gouvernance, la culture du sang et de la misère. Fatima est, en définitive, une sorte de gros bavard qui veut se mettre en exergue. Il a lui-même déclaré que son bavardage a inspiré le président de la République, qu'il appelle le fou de la République. C'est d'ailleurs un petit nom qui semble porter avec beaucoup de fierté. Il en parle avec une certaine bonhomie. Ce petit propos, par lui dépité, ne caractérise pas le pire grave qu'il lui est reproché. Il devra donc, Monsieur le Président, être déclaré non coupable des faits et acquitté en conséquence. Onono Maxime Christophe. Onono. Il est accusé d'avoir à Brazzaville, le 27 mars 2012, en tout cas depuis moins de 10 ans, ensemble de concert avec les troupes Obami Servant et Lambini Gustave, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêtés, détenus ou séquestrés d'Army Kevin Simplice. D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de Ngamou Kevin Simplice. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 381, 341, 309 du Code pénal. Onono affirme que le collègue Sourou, dont il était le chauffeur, avait vraiment besoin de Ngamou Kevin et lui avait demandé d'aller le chercher. À l'occasion de l'interrogatoire de l'instruction en audience, vous avez appris effectivement que Ngamou Kevin allait donc à l'Ikana, prétendait que le colonel Sourou formait ou faisait former des mercenaires dans son village. Alors pour cela, le colonel Sourou envoie ses chauffeurs et gardes-corps pour rechercher Ngamou Kevin. Et lorsqu'ils l'ont eu, dit-il, en se levant de la table du bistrot, il s'était cogné la tête et s'était retrouvé avec une blessure. Quelles sont les déclarations de Onono? Ngamou Kevin lui déclarait au départ qu'il avait été copieusement bastonné par les bérets rouges, c'est-à-dire Onono et tout Obami et Lambini. Mais devant la barre, il a farouchement nié n'avoir fait l'objet d'une quelconque partie. Il pousse le bouchon jusqu'à vous demander à votre cour de lui montrer la plainte qu'il aurait montée contre ce prétendu bourreau, ce prétendu tortionnaire, mais surtout et comme d'audace. Il vous demande, il en est de même pour Obami, Itou Obami Servant, qui lui aussi accusait des mêmes faits. Et que disait en son temps Itou Obami Servant. Il disait qu'après avoir vainement cherché Ngamou Kevin pendant des jours, ils avaient fini par le localiser. Et lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont emmené directement chez le colonel qu'il a reçu dans la paillote. Il prétend que quand il a vu dans le Ndanda, il n'avait pas de sang, mais dans la voiture, il avait du sang parce qu'il s'était cogné. Le même raisonnement développé supra est donc valable pour Itou Obami et vous voudrez bien lui aussi l'appliquer purement et simplement. C'est aussi la même chose pour Lambini Gustave, accusé des mêmes faits, séquestration, coups et blessures volontaires, détention arbitraire. Là aussi, Monsieur le Président, je ne vais plus aller dans tous les détails. Lui aussi, Lambini Gustave, vous le déclarez non coupable des faits et vous l'acquitterez purement et simplement. Okana Roland est accusé, lui, d'avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Brazzaville, le 4 mars 2012, en tout cas depuis moins de 10 ans, porté atteinte à la sûreté de l'État. Okana Roland, qui est différent d'Okana Benjamin, Okana Roland. Okana Roland avait hébergé à son
domicile donc son frère d'armes, Nsoumou Ngoba, après les explosions dramatiques du 4 mars 2012. Il lui a été reproché d'avoir caché le fait que Nsoumou Ngoba était logé chez lui.